Donc, moi, je suis née à Paris, de parents alsaciens, et je ne me tromperai pas si je pense que vous n'avez pas, au cours d'histoire, encore vu toute l'histoire de France. C'est que l'Alsace et la Lorraine n'ont pas eu beaucoup de chance, ont été annexés deux fois, en 1870. Alors, c'est pas hier, hein, pour vous compter le nombre d'années, où l'Alsace et la Lorraine ont été annexés d'abord à la Prusse, et puis après la Prusse, c'était un peu plus tard, c'est le Kaiser Wilhelm, c'est le prince allemand qui a également a considéré l'Alsace et la Lorraine comme terre allemande. En 14-18, pardon, la guerre que les Allemands ont perdue. Alors ça, c'est votre programme, vous avez dû travailler sur l'histoire 14-18, et à la capitulation des Allemands, l'Alsace et la Lorraine, la première des choses, c'était de récupérer l'Alsace et la Lorraine comme territoire français. Et moi, ma grand-mère était déjà née en 1830 et des poussières, et il y avait 4 garçons et 3 filles, pas l'aîné, ni le dernier, mais les 2 du milieu n'ont pas voulu être allemands, et à l'époque, ils sont passés sous les Vosges, les deux garçons du milieu, et il n'y a pas de TGV, il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture. Essayez d'imaginer comment on vivait il y a 100 et des poussières d'années. Ils sont allés à pied avec leur baluchon sur le dos, ils ont traversé les Vosges, et de l'autre côté de la frontière, ils étaient en France, ils sont allés à pied. Alors, ont-ils pris un train, ont-ils trouvé un cheval, ou j'en sais rien, on n'a jamais posé la question, mais on a connu quand même, j'ai quand même connu les grands-oncles, pas longtemps, mais quand même quelque temps. Et en arrivant sur les bords, sur la Normandie, ils ont embarqué et ils sont allés aux États-Unis. Ils ne sont pas restés aux États-Unis, mais ils ont fait souche au Canada. Donc on a eu toute une partie, une branche de la famille canadienne. Et voilà, tous les ans, ils venaient voir les sœurs, les frères en France. Donc je vous dis ça parce que quand j'étais arrêtée, vous verrez la question que, quand moi j'étais à l'interrogatoire, comment j'ai dit avant de partir de Drancy. Donc c'est pour ça que je vous raconte qu'une partie de la famille avait donc, pour ne pas être allemand, avait émigré au Canada. Donc la guerre de 14-18 se termine, l'Alsace est récupérée par la France. Je peux même vous donner un détail, le livret de famille de mes parents qui se sont mariés en 1921, donc la guerre est terminée, est encore écrit en 2 langues, en allemand et en français. C'est marrant, hein? Donc, mes parents se marient, papa travaille déjà à Paris, il a des sœurs qui sont à Paris depuis longtemps, et puis on est né, puisque j'ai un frère qui est né 2 ans en 24, je suis née 2 ans après lui, mon plus jeune frère est né 2 ans et demi après. On a vécu comme tous les petits Parisiens, l'école maternelle, à la grande école, comme on disait, maintenant on dit on rentre au CP, à l'école on disait on va à la grande école, on allait toujours à l'école maternelle, ça n'a pas bougé. Et puis, quand un jour, on avait des cousins très éloignés qui habitaient le 20e arrondissement et qui avaient à l'époque un grand jardin à Noisy-le-Sec, alors ce qu'on appelle le quartier de Merlan, au bout de l'avenue de la République. C'était presque des champs, parce que quand on a quitté Paris, à Noisy, il y avait des champs de poiriers et des champs de thym. Alors vous voyez, la campagne, on était tout près. Donc, on est invité à passer un dimanche à la campagne. Pour les petits Parisiens qui connaissaient ni les veaux ni les vaches, mais quand on allait en vacances chez la grand-mère, chez les grands-parents, on a bien vu les veaux, les vaches, mais on n'avait jamais vu de cerisier en fleurs, on n'avait jamais vu des jardins en fleurs ni rien. Et quand on a passé cette journée à la campagne le soir, en reprenant le train à la gare de Noisy, mes parents ont vu, à des Joséphine, une petite allée tout près de la gare, dans la grande boulevard de la République, appartements à louer, chauffage central et salle de bain. Alors moi, je voudrais aussi que vous sachiez que Paris Ville Lumière, hein, dont vous voyez tous les néons, toutes les lumières et tout, à l'époque, il y avait des maisons où il n'y avait même pas l'électricité. On venait encore allumer les escaliers avec le bec de gaz. Hein. Donc, vous voyez, imaginez pas et l'eau dans les maisons, il y avait l'eau au bout du couloir et il y avait les toilettes à la turque entre 2 étages. Hein.
Nous, on a connu, pas chez nous, pas dans notre immeuble, mais dans la rue qui va de la Bastille au cimetière du Père-Lachaise. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de vieilles maisons. Maintenant, vous voyez de très belles maisons, plein d'HLM, mais à l'époque, il faisait noir quand il fallait monter chez une copine. Il n'y avait pas de lumière ni rien. Donc, essayez d'imaginer, il y a 70 ans, 75 ans, la ville lumière, comment elle était. Or que vous avez, je suis à peu près certaine, pratiquement dans toutes vos maisons, l'eau courante, l'eau chaude, ce qu'il n'y avait pas non plus à l'époque, et des sanitaires chez vous. Il ne fallait pas te déranger, avoir besoin d'aller aux toilettes quand il y avait quelqu'un qui l'occupait entre deux niveaux, et il n'y avait même pas le papier rouleau Neptus. Essayez d'imaginer la vie il y a 75 ans sur Paris. Donc, on quittera Noisy-le-Sec, puisque mes parents, maman était revenue le lendemain voir dans l'immeuble où elle avait vu appartement chauffage central à louer. Nous étions 3, il y avait beaucoup de maisons dans Paris qui ne voulaient pas d'enfants. Donc on s'est trouvé à Noisy-le-Sec, un grand appartement avec tout ce qui était, toutes les commodités que vous pouvez imaginer. Mon plus jeune frère et moi, on a été scolarisés à Noisy-le-Sec. Mon frère aîné est resté au lycée, parce qu'à l'époque, le lycée était aussi payant. Il fallait tout acheter, les livres, l'inscription. Donc, vous ne connaissez pas votre bonheur. Je peux vous le chanter 36 fois. C'est le jour et la nuit. Alors, je ne sais pas si beaucoup ont des grands-parents ou des arrière-grands-parents, si ils ont pu vous raconter comment c'était. Je sais que ceux qui viennent d'un peu plus loin, pour avoir eu aussi beaucoup de gens émigrés, comme on disait à l'époque, mais nous, ils ne venaient pas de l'autre côté de la Méditerranée, ils venaient de l'Est, c'est-à-dire les Allemands et les Autrichiens. Pourquoi? Parce que quand Hitler est monté au pouvoir en 1933, sa bête noire, ça a été la communauté juive, c'était eux qui avaient tout fait, c'était leur faute à eux. Donc on a déjà commencé par leur confisquer tous leurs biens, les arrêter et tout. Et ceux qui avaient de la famille en France et qui avaient pu garder un passeport ou sauver un visa, sont arrivés avec rien du tout. À l'époque, on pouvait encore se loger très mal logé, mais tous les enfants qui sont arrivés ou qui sont nés ont pu être scolarisés sans aucune difficulté entre les Allemands et les Autrichiens. Et on a eu aussi beaucoup de Polonais, de Juifs polonais, pas pour les mêmes raisons que les Allemands et les Autrichiens. Les Polonais avaient des hordes d'Ukrainiens qui rentraient dans les shtetl. Alors, je vais vous donner les mots, vous chercherez, vous les marquerez, vous les chercherez dans dictionnaire ou sur Wikipédia. Les shtetl sont les petits villages polonais où les communautés juives étaient un petit peu, pas en groupe, mais il y avait des familles juives. Ils rentraient avec leurs chevaux, il n'y avait pas de voiture, c'était pas motorisé, massacraient les populations et s'en retournaient. Donc on a eu, dans certains quartiers de Paris, le Marais, le 10e arrondissement, le 11e arrondissement, moins dans le 19e, et puis les quartiers un peu plus riches, encore moins. Donc on avait une population d'émigrés juifs dans certains arrondissements, mais tout le monde respectait dans les immeubles de son voisin, tout le monde partageait un petit peu tout, des enfants étaient scolarisés, et beaucoup d'hommes travaillaient, étaient des petits artisans. Donc certains travaillaient dans des ateliers, d'autres travaillaient dans leur propre maison, ils faisaient de la petite maroquinerie. Donc tout le monde vivait en bon ordre. Si bien que quand on a eu la déclaration, les bruits de guerre, alors ça c'est votre cours d'histoire, je ne vais pas revenir sur cette partie, mais quand en 1939 il y a eu des bruits de guerre, à Paris, la Caisse des écoles a voulu éviter qu'il y ait des morts parmi les enfants, parmi les jeunes, parce qu'ils avaient peur que les Allemands mettent la grosse Bertha tout autour de la capitale. Alors la grosse Bertha, ça ne va pas encore vous dire quelque chose, c'était les canons de la guerre de 14-18 qui étaient tout près de Paris et qui bombardaient Paris, et il y a eu beaucoup de morts uniquement par ça. C'était même pas la guerre, c'est l'occupation, l'avancée des Allemands sur Paris, non pas, ils ne sont pas arrivés dans Paris, mais et pour éviter qu'il y ait des morts parmi, si jamais les Allemands, l'ennemi, approchait. Donc la ville de Paris a descendu dans le sud de la France, avec le consentement des parents, de beaucoup d'enfants qui sont descendus dans le sud de la France. Et mon papa travaillait au Grand Moulin de Pantin, alors c'est peut-être pas votre ligne à vous de train, mais c'est sur Éole, c'est la première station, non c'est la deuxième maintenant, oui, puisqu'on a une nouvelle station qui n'existait pas.
Pantin, c'était Paris-Pantin-Noisy, maintenant c'est, comment elle s'appelle, Rosa Parks. Rosa Parks, oui. Rosa Parks, Pantin et Noisy. Et papa a travaillé à Pantin, et à ces fameux bruits de guerre et d'exode, nous avons participé à l'exode. Alors je suis sûre qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait l'exode, encore parmi beaucoup de camarades qui n'ont jamais fait l'exode. Et nous, on s'est retrouvés sur la route au moment de la déclaration de guerre, puisque les Allemands sont rentrés en Pologne le 1er septembre 1939. Et la France, si ma mémoire est bonne, on a déclaré la guerre le 3 avec les Anglais aux Allemands. Donc on s'est retrouvés donc sur les routes, sous le mitraillage des Italiens. Alors je pense que vous savez que l'Italie était travaillait avec les Allemands. Et tout le long de la route, dès qu'il n'y avait pas de voitures, comme vous pouvez imaginer, les bouchons, il n'y avait que des voitures militaires, des camions de ravitaillement, quelques rares voitures individuelles, mais il y avait surtout beaucoup de, comment dirais-je, des charrettes avec le cheval ou le bourricot qui était harnaché et que le chef de famille tirait, fuyait le nord de la France, puisque les Allemands, au lieu de rentrer par la France, par la fameuse ligne Maginot, ils l'ont contourné, ils sont passés par le Luxembourg, la Belgique, et par le nord de la France, ils sont descendus vers le sud. Et tous ces militaires qui avaient peur d'être faits prisonniers par les Allemands, les Belges, les Luxembourgeois avaient perdu leurs unités, les Français avaient perdu leurs unités, c'était une pagaille comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Et tout le long de la route, il y avait des vagues entières d'avions qui mitraillaient toute la population. Or, on ne pouvait pas s'arrêter, les blessés et les morts sont restés sur place, il fallait contourner, avancer. Et nous, on a avancé jusqu'à Orléans. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien la région. Alors, je m'adressais plus aux profs. À Orléans, où on devait reprendre de l'essence, puisqu'on n'avait plus d'essence à force des arrêts qu'on a subis. Et quand on a voulu reprendre, quand le chauffeur a voulu prendre de l'essence, eh bien la gare Orléans sortait de bombardement et la gare était en feu. On s'est donc arrêté. Impossible de continuer, il n'y avait pas d'essence. Donc on a eu 2 alertes horribles. La première, on a eu le temps de se mettre à l'abri. La deuxième alerte à peine terminée, une nouvelle alerte. On était donc dans le caniveau. On n'a pas pu aller plus loin. Et à la fin de cette deuxième alerte qu'on avait subie avec des bombes qui tombaient tout autour de nous, eh bien, papa a levé la tête, il a regardé, il a dit comment on peut s'en sortir. Et on a eu la chance de pouvoir traverser alors le pont Royal, je ne sais pas si vous avez traversé Orléans, la Nationale 10. On a traversé le pont et une raison toute particulière, c'est que l'armée française qui était sur la Loire faisait sauter tous les ponts pour retarder l'arrivée des Allemands. Donc nous, on a eu la chance de traverser sur l'autre voie et on a pris nos jambes à notre cou, on a fait des kilomètres et des kilomètres. On devait rejoindre Saumur d'abord et Bordeaux, c'était les ordres qu'on avait, on n'a jamais pu aller plus loin. On s'est arrêté donc après avoir fait plus de 200 km à pied, puisqu'on était à Maunes. Alors vous ne savez pas non plus où ça se situe. Et il y a l'autre petite ville très importante qui est Candé. Et je dis exprès Candé, parce que le frère du roi d'Angleterre avec la Simpson s'y est marié. Donc on sait qu'à Candé, l'ex-roi d'Angleterre avec son américaine s'est marié à Candé, on en est exactement tout près. Et quand nous on s'est arrêté à Maunes, ma grand-mère avait fait un malaise parce qu'elle était épuisée, et nous on s'est arrêté. Maman et ma grand-mère ont été hébergées par une famille française sur le bord de la route. Nous on a fait quelques dizaines de mètres et on est arrivé au château des Tormeaux. Alors effectivement, le château, c'est une superbe propriété. C'est pas dans la propriété que nous avons été accueillis. On a été accueillis dans les écuries du château, où il y avait d'autres gens qui cherchaient à fuir Paris. Et on y est resté, mes 2 frères, papa et moi. Et maman nous apportait tous les jours, les trois jours où nous sommes restés, un morceau de pain et un bout de fromage si elle trouvait. On n'était pas que nous tout seuls sur les routes, il n'y avait pas grand ravitaillement. Et puis un jour, monsieur le maire est venu et a donné un trousseau de clés à mes parents en disant « Les personnes qui occupaient la maison sont du ministère de la guerre, maintenant on dit ministère de la Défense, mais à l'époque c'était le ministère de la guerre, ils sont partis sur Bordeaux, la maison est vide, plutôt que de dormir sur la paille, venez l'occuper. »
Donc on est resté plusieurs jours au château en attendant que les événements se passent. Et un matin, papa est allé chercher le journal sur la petite place du village. Il a vu arriver un sidecar avec 3 Allemands. Ils se sont arrêtés, ils n'ont adressé la parole à personne, ils ont ouvert, ils ont sorti des cartes d'état-major, ils ont regardé à droite, ils ont tourné à gauche, et puis ils ont replié, ils sont partis. Et après déjeuner, eh bien, on a vu arriver toutes les troupes allemandes. La France, ils étaient déjà presque sur son mur, hein. Ils avaient déjà dépassé Tours, et ils allaient là, parce que mon plus jeune frère leur a dit « Vous allez où ?» Et un des Allemands a répondu, à l'époque on disait un des Boches, un des Allemands a répondu « Nach Portox », autrement dit, ils allaient eux aussi à Bordeaux. Donc, pour toute la France, au bout de quelques jours, le maire du village est revenu prévenir mes parents en disant très gentiment « Le boucher va au ravitaillement à Tours, il a 3 places dans sa camionnette, si vous voulez vous rapprocher de Paris, eh bien, il viendra vous prendre après déjeuner. » Donc, mon frère aîné, papa et moi, on est partis tout de suite, il y avait plus de 30 km à faire. Maman et ma grand-mère et mon plus jeune frère sont partis après déjeuner dans la camionnette. Et quand on s'est retrouvés le soir, pas la nuit, mais en fin d'après-midi, ma grand-mère était assise sur la valise au vieux pont de Pierre à Tours. Maman était debout et était en train de gronder mon frère qui sautait à pieds joints dans l'eau, dans le caniveau. Plus on lui défendait, plus il sautait. Donc on s'est retrouvés, toute la famille reconstituée, et pendant des jours encore, on avançait par petites étapes. On dormait le soir dans le préau des écoles, sur les bancs ou sur de la paille, selon. Et un matin, on nous a dit que si on arrivait à telle gare, il y aurait sûrement un train qui nous ramènerait à la gare de Sterlitz. Donc on a écouté et on est parti, mais le train qui rentrait en gare, à votre avis, comment était-il? Rempli d'hommes. C'était des wagons à bestiaux déjà. Hein, on n'a pas eu de train en 3e classe ou des vieux trains comme il y avait la création de la SNCF. Donc il y avait déjà du monde, hein, des gens du sud de la France étaient déjà là. Ben, nous aussi on est montés, puis quand on est arrivé à la gare d'Austerlitz, on a repris le métro, comme tout le monde, et on est rentré à Noisy-le-Sec. Donc c'était le milieu de semaine. Lundi matin, papa est allé retourner à Pantin, travailler. Et puis nous, on a attendu que la rentrée scolaire, c'était au mois d'octobre, les premiers jours du mois d'octobre, ouvrent les portes, et nous, voilà. Et dès que les Allemands ont occupé la France, alors je ne veux pas me tromper de date, dès que... Alors, j'ai quand même vous signaler une chose, c'est que dès que la France a été occupée en 1940, le 3 octobre, les Allemands demandent à Vichy de proclamer, d'édicter le premier statut des Juifs. C'est les Français, c'est Vichy qui l'a fait. Autrement dit, dans toutes les familles juives, le premier statut des Juifs pour le régime a été établi par Vichy. Et quand on l'a pris, moi papa a dit, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je suis français, je suis un ancien combattant. Confession juive, je n'ai pas choisi, mes parents étaient comme ça. Donc papa est monté, alors pas au commissariat à Paris, mais à Noisy-le-Sec, et il a d'ailleurs, maman qui est née en Alsace, lui était né alors c'est Strasbourg maintenant, à l'époque c'est 13 km. Le village de mon papa c'est 13 km de Strasbourg, maintenant ça fait partie de Grande Europe, c'est Strasbourg. Et puis voilà, donc ça a été la première des choses. Et puis en 1941, il y a eu la deuxième chose très importante, c'est la création du commissariat général aux questions juives. Alors je ne sais pas si vous avez vu dans votre cours d'histoire, mais c'est quand même à voir, à vous le signaler. Donc il y a eu trois titulaires, mais les noms, ça va vous dire quelque chose. Le premier a été Darquier de Pellepoix. Ça vous dit rien? Non. On n'a pas abordé vous n'avez pas cette question-là. Alors le premier, c'était... Non, le premier c'est Xavier Viala, pardon, de 41 à 42. Le second c'est Darquier Pellepoix de mai 42 à février 44. Et le troisième qui me hérisse toujours et qui me met toujours en colère, je vous dirai pourquoi, pardon, c'est Dupaty-Leclam qui lui a fermé la marche, c'est-à-dire mai 44, de février à mai 44. Et Dupaty-Leclam, comme vous ne savez pas, ah voilà, certains profs me disent oui,
Alors le grand-père, je pense que ça ne peut pas être son père, le grand-père a été un de ces officiers supérieurs qui a condamné Dreyfus, le capitaine Dreyfus. Alors je me dis, dans ma tête, depuis capitaine Dreyfus jusqu'au jour, comme c'était un antisémite né, la famille n'a pas changé. Voilà. Donc ça et ben voilà, parce qu'il y en a qui ont quand même réfléchi et qui ont dit les grands-parents avaient tort, etc. Mais lui, il est resté bien dans l'âme, l'antisémite. C'est pour ça que je dis du Paty de Clam, voilà. Alors je dis ça parce que je suis née de Dreyfus, c'est pour ça que on n'a aucun lien de parenté avec le capitaine, mais on connaît un petit peu dans la famille tout son parcours, toute sa vie, sa condamnation, sa dégradation, sa condamnation, sa déportation dans l'île du diable pendant 5 ans. Hein, et voilà. Or qu'il était innocent, c'était un Allemand, un espion allemand qui a copié ce fameux petit papier bleu et que le ministre, avec 4 ou 5 de ses officiers supérieurs antisémites, ont décidé que c'était capitaine Dreyfus pour le désavouer, le dégrader. Voilà, c'est pas le cours d'histoire, c'est pas moi l'historienne. Et puis, dans tout ce temps-là, les Allemands qui occupent la France et tout, il y a la fameuse conférence à Wannsee. Alors là non plus, ça ne vous dit pas grand-chose, mais peut-être... Ah, si. Alors, il y a la conférence à Wannsee. Wannsee, c'est une jolie petite commune, tout près de Berlin, avec une superbe villa. Et cette villa était à des gens aisés de confession juive. On leur a confisqué et c'est devenu, Wannsee, c'est devenu une maison de santé, de repos aux officiers supérieurs. Hein. Il fallait avoir des hauts crânes quand ils descendaient du front pour se reposer. Superbe. Et dans cette villa qui existe toujours et qui est transformée en musée, si un jour vous avez la chance de faire un voyage en Allemagne, sur Berlin, il y a beaucoup de choses à voir et c'est très intéressant, vous verrez que vous apprendrez beaucoup de choses. Et à Wannsee a été décidée la solution finale de la question juive. Donc c'était tenu au secret, on ne savait pas du tout comment ça allait se passer. Et comment dirais-je, Pétain et tous ses alliés ont donc décidé d'arrêter toute la communauté juive, puisque la solution finale a été décidée. Et comme on n'organise pas un déplacement, une arrestation massive, il a fallu la préparer. Et la préparation, ça a été la fameuse rafle de juillet du Veldiv, dite du Veldiv. Et cette rafle, elle devait avoir lieu le 13 et le 14 juillet 1944. Et tout d'un coup, on s'est aperçu que c'était 14 juillet, fête nationale. Alors, on a décalé de 48 heures. Donc, la rafle a eu lieu le 16 et le 17. Dans les immeubles de Paris, il y avait aussi beaucoup d'agents, beaucoup de gendarmes, beaucoup d'hirondelles. C'est ceux qui étaient en vélo et qui avaient des pèlerines, ils avaient des capes. Et quand ils étaient sur leur vélo, les capes, elles volaient un petit peu. Donc, ils ont été baptisés les hirondelles. Donc, pour préparer toutes ces arrestations, on fermait tout un arrondissement. Il y avait 15, 20 autobus qui attendaient et on est monté puisque on s'est déclaré au commissariat. C'était très facile de récupérer les gens puisque ça a été fait par couleur. Le fichier juif a été fait par couleur. Les Français, les fiches étaient blanches. Le billet vert, c'était les Polonais, le fiche bleue, c'était les Allemands, et les autres de naturalisation qui venaient de l'étranger avaient d'autres couleurs. Donc, il a été décidé en 1941 d'arrêter déjà les étrangers, le billet vert, ce qu'on appelait le billet vert, puisque les fiches étaient vertes, et on a arrêté tous les hommes, que les hommes qui s'étaient engagés. 25 000 hommes juifs ont fait la queue pour s'engager volontaires pour la France. Terre d'Asile qui les avait accueillis était donc tout à fait normal qu'ils s'engagent, qu'ils s'enrôlent pour sauver la France. Or, quand les Allemands ont occupé toute la France, eh bien, tous ces hommes qui étaient sous les drapeaux, on les a arrêtés et on les a mis dans les camps, entre autres à Pithiviers, Baume-la-Rolande, puisque Pithiviers et Baume-la-Rolande avaient été 2 camps qui avaient été préparés par les Français, l'armée française, pour interner les Allemands si on en fait prisonniers. Or, on n'a fait aucun prisonnier allemand, ils sont rentrés chez nous comme dans du beurre, et ces deux camps étaient donc prêts, et on a mis que des hommes
à Pithiviers et Baume-la-Rolande en 1941. Et la grande rafle du Veldiv, eh bien, certains agents, certains gendarmes qui avaient des voisins juifs dans l'immeuble leur avaient dit de ne pas rester, qu'il y aurait des rafles. Les gens n'y ont pas cru, surtout les femmes et les enfants. Donc les hommes, beaucoup se sont planqués. Et quand la police française est venue pour la rafle, elle a arrêté les femmes et les enfants. C'est pour ça qu'on devait arrêter 24 000 et des poussières d'hommes, de femmes et d'enfants. Et grâce à la gentillesse des voisins, eh bien, on n'en a arrêté que 12 000. 12 000 et des poussières. Et ces 12 000 et des poussières, les célibataires, les hommes sans... les couples sans enfants, donc les hommes et les célibataires ont tout de suite été emmenés à Drancy, et les femmes et les enfants ont été emmenés au Veldiv. Alors, moi, je ne vais pas vous raconter l'histoire du film, peut-être que vous l'avez vu, la fameuse rafle dite du Veldiv, et c'était à peu près dans l'ensemble comme ça. Alors, moi, j'ai vu le Veldiv récompensé, parce qu'on avait été sage et bien travaillé à l'école. Avec l'école, on est allé visiter, à l'époque, une sortie au Veldiv. Le Veldiv, c'était un vélodrome où il y avait des courses cyclistes sur des pistes. Et nous, on l'avait vu une course, puisque c'était en semaine avec l'école. Et là, on y a mis des femmes et des enfants, mais pas sur les pistes, on ne peut pas, c'est des pistes cyclables. Sur la galerie en haut, elles étaient entassées dans une chaleur que je ne peux pas vous décrire, caniculaire, pas d'eau, rien à boire, 13 000 femmes, enfants, vieillards. Il y a des femmes qui mouraient, il y en a qui accouchaient, il y a des vieillards qui se suicidaient. C'était franchement l'horreur au Veldiv. Et là, jeune scout, puisque à la rafle dite du Veldiv, mon frère qui a continué les activités scouts a demandé l'autorisation aux parents, puisque moi je n'avais pas le droit de sortir. Papa disait quand les boches sont à Paris, les ados restent à la maison, et les garçons avaient plus d'appui. Mon frère aîné, parce que mon plus jeune frère n'a jamais voulu faire du scoutisme. Voilà, donc mon frère avait eu une réunion le dimanche avec ses camarades chefs de troupes, et quand on est pauvre, il faut être astucieux. On a décidé qu'il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas laisser toutes ces femmes arrêtées, et la police française qui n'avait pas arrêté les petits-enfants de moins de 6 ans et ceux qui étaient français, qui avaient des cartes d'identité à leur nom, de les arrêter. Et il fallait faire quelque chose, puisque sur certains logements, il y avait des scellés. Alors les gamins étaient dans l'escalier, au 6e étage, ils étaient tous regroupés là-haut, et puis quand on frappait, quand nous on est venus pour aider à les récupérer, parce qu'ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours, puisque maman avait les cartes d'identité et les papiers dans sa poche, dans son sac, eh bien il fallait qu'on récupère tous ces gamins. Donc on y est allé par petits groupes, une fille, un garçon, binôme, une fille, un garçon, et certains ont eu, voilà, on nous a donné un itinéraire. Nous on a eu tout le 11e arrondissement, c'est-à-dire toute la rue de la Roquette. Alors comme si vous ne connaissez pas très bien Paris, la rue de la Roquette, elle va de la Bastille, je ne sais pas si vous voyez le génie de la Bastille, jusqu'en haut, le cimetière du Père-Lachaise, avec toutes les rues qui sont perpendiculaires, la petite rue de Pomadour où il y avait mon école maternelle, la rue Keller, voilà, tout ce quartier à faire. Donc on est parti, une fille, un garçon, et on a relevé où il y avait des enfants seuls, puisqu'il n'y avait pas de... Maman avait sur elle ses cartes d'alimentation, et il fallait qu'on trouve un moyen, et quand on est pauvre, une fois de plus, eh bien, on s'est débrouillé comme on a pu, c'est de leur procurer des cartes d'alimentation et surtout des papiers pour les enfants qui étaient bloqués. Et les enfants bloqués sont des enfants qui étaient sous le contrôle de la Gestapo déjà à l'école en 1942. Ce sont des enfants qui étaient bloqués sous le contrôle de la Gestapo, les parents avaient été arrêtés sans papier, et les parents sont restés, mais comme les gamins, on a pu les planquer, voilà. Et il a fallu, alors je vais vous montrer comment on a fait, comment on s'est débrouillé. Quand on est pauvre, on a eu alors une aide, une main tendue par une cheftaine, alors une cheftaine scout, qui était sans
sans confession. Alors maintenant on dirait laïque, hein, à l'époque on disait neutre. Et alors, nous voilà